Alors oui, chers collègues, là, c'est très vrai, nous sommes en nombre. Nous avons quorum. Nous pouvons reprendre nos travaux. Comme vous le savez, nous poursuivons les consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi 62. Loi visant principalement à diversifier les stratégies d'acquisition des organismes publics et à leur offrir davantage d'agilité dans la réalisation de leurs projets d'infrastructure. Alors, Madame Zouri, soyez la bienvenue parmi nous. Vous êtes notre première invitée ce soir. Merci. Et pour le bénéfice de nos auditeurs, auriez-vous d'abord l'amabilité, s'il vous plaît, de vous présenter en vos titres et fonctions? Écoutez, merci beaucoup pour l'aimable invitation. Je suis particulièrement excitée d'être parmi vous ce soir sur ce projet qui est un projet très porteur. Dans la vie de tous les jours, moi je suis associée et directrice chez Hammersmith Consulting Group. C'est une boutique en gestion de risque projet majeur. J'ai une carrière de 23 ans dans les Big Four, les 3 Big Four pour ne pas les nommer. Mes champs d'expertise sont principalement gestion des risques, gestion de projets majeurs et les projets qui ont une portée conformité mais qui ont des impacts d'implantation multidimensionnels. Je suis certifiée PMP, donc tout ce qui est gestion de projet. Je suis certifiée en gestion de projet, en gestion des risques de projet, en sécurité de l'information. Et aussi, il y a quelques années, sur la loi lutte au blanchiment d'argent et financement d'activités terroristes. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous disposez de 10 minutes afin de faire votre présentation. Merci beaucoup. Mais écoutez, comme je l'ai dit, c'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons reçu l'invitation pour suivre un peu la réflexion avec le gouvernement sur ce projet porteur et très important parce que le secteur d'infrastructure, à la fois sa portée sur les citoyens et immédiat, tout le monde prend les routes, va à l'hôpital et conduit, et aussi son impact financier sur le budget gouvernemental. Donc, la continuité des discussions qu'on avait amorcées il y a déjà quelques années, mais je pense qu'il était temps d'accélérer le processus. Et donc, dans cette perspective-là, je ne voudrais pas revenir sur les faits saillants parce que je pense que la Commission a eu assez de présentations sur les grands chantiers de cette loi. Je voudrais en fait aller au fond de notre mémoire. Il se veut mémoire de recommandations et de partage de réflexions et de meilleures pratiques que nous, dans notre Hammersmith, nous, dans notre pratique d'affaires, on voit l'impact de ces mesures-là et comment elles peuvent atterrir justement la portée de cette loi de façon pragmatique et efficace et ramener des résultats tels que exprimés, souhaités dans cette loi agile, efficace et simple. Et donc, je commencerai à la page 6 sur les points de vigilance. Et donc, encore là, ces points de vigilance se veulent attirer votre attention sur un peu les angles morts qui ont rapport à certains contextes. Mais je voudrais saisir cette opportunité d'avoir votre attention pour dire que, généralement, lorsqu'on est dans des envergures de ce genre de projet majeur et qu'on est en train d'écrire une loi, ce qu'on avait de façon pratique vécu sur les lois précédentes dans les autres secteurs, principalement le secteur financier, là où j'ai beaucoup opéré, et le secteur manufacturier, c'est qu'il faut avoir un cadre de gouvernance cohérent. Et ce cadre de gouvernance, en fait, il structure tout le puzzle à l'intérieur desquels les différentes dispositions de la loi, ça veut dire des politiques, la mise à jour de directives, des processus qu'on souhaite simples, accélérés, mais tout de même structurés, qui permettent une certaine reddition de comptes et suivi un peu des dossiers et des initiatives majeures, notamment dans l'infrastructure. Et donc, ça fait référence au bloc de recommandation numéro 1. Le deuxième bloc de recommandation, il est vraiment par rapport à toute la préparation en fait, de l'atterrissage de la loi, dans le sens, puis on en a eu quelques échanges avec M. Jonathan Julien là-dessus, c'est que, en fait, il y a plusieurs parties prenantes autour de la table dans ce secteur-là. Et au niveau de la préparation, on se propose
si ce n'est pas déjà existant à l'AMT, d'avoir une banque, en fait, de ces partenaires qu'on va relayer dans le bloc 3 de recommandations, d'avoir une certaine préqualification, en fait, parce que lorsqu'on veut être agile, rapide et simple, ben, il faudrait que l'information soit disponible. Et la meilleure façon d'avoir cette information disponible sur nos partenaires, c'est que ça soit répertorié quelque part de façon centralisée, à jour, et que la mise à jour soit en fait faite de façon déclenchée. Ça veut dire que un partenaire, il pourrait postuler sur plusieurs offres, appels d'offres. Il n'a pas besoin de produire la même information 4-5 fois. Ça peut être centralisé dans la base de données et que seulement lorsqu'il y a un changement majeur à sa situation, qu'elle soit financière ou en termes de ressources, en termes de ressources ou sa situation juridique, qu'il y a une mise à jour de cette base de données. Et donc, retenez avec moi un processus de préqualification des partenaires, mais aussi une base de données qui sont tous encore cadrés par ce qu'on appelle en anglais un framework, mais un cadre de gouvernance de gestion de projets majeurs. J'arrive où, en fait, le fond du sujet qui est l'approche collaborative que ramène ce projet de loi de façon importante pour un peu changer de dire partenariat. Et ce qu'on aime beaucoup, en tout cas moi personnellement, et dans l'analyse que mon équipe a fait par rapport à cette approche, beaucoup dans le système financier, on parle de KYC, Know Your Client, connaître son client. En cybersécurité, on dit Know Your Enemy, connaître son ennemi. Mais je pense dans le contexte d'infrastructure, c'est Know Your Partner, connaître ses partenaires. Et donc, je fais référence justement à cette base de données, à cette préqualification et de pouvoir qualifier ces partenaires-là sur la base de leur fiabilité financière, leur géographie, la portée des projets qu'ils proposent. Mais je vous rappelle que aussi dans mon cursus, la gestion de risque est très affectueuse et dans le sens que cet exercice au complet devrait être articulé sur la base d'un esprit de gestion de risque. Donc ces partenaires-là, on pourrait même pousser la réflexion d'avoir une cote de risque dans cette base de données et que lorsqu'on se prévaloir à certains appels d'offres, alors il y a certains joueurs qui sont déjà préqualifiés, si on veut dire, justement par rapport à cette cote de risque, qui pourrait être étayée en termes de critères, comme je l'ai dit, selon les critères qui pourraient être définis ultérieurement, mais majoritairement sur leur posture, leur fiabilité à livrer des projets, leur assise financière. Parce qu'aussi, lorsqu'on parle de partenaires, le projet de loi, il étaye un peu. Est-ce que c'est en mode délégation? Puis pour moi, c'est de l'outsourcing. Puis quand il y a l'outsourcing, c'est vraiment pas des partenaires à partage de risque, c'est on délègue le risque à ces entités-là. Mais quand on est en relation de partenariat, il faut se connaître assez pour accepter le risque de part et d'autre, puis pouvoir suivre les risques qui nous incombent, parce qu'il y a la notion en gestion de risque de la propriété, qui est propriétaire du risque, et ce propriétaire du risque doit avoir les mesures pour pouvoir le mitiger et le suivre. Et un quatrième sujet qui est l'alignement un peu des pratiques de gestion d'affaires en termes de livraison de projets. Vous l'aurez compris, chers députés, que les projets d'envergure d'infrastructure, ils se font déjà sur les 3 paliers gouvernementaux, mais aussi autour de la table, plusieurs entrepreneurs qui n'ont pas la même maturité par rapport à la gestion de projets. Disons que le secteur privé, il a une certaine maturité en termes de la mise en place des meilleures pratiques de gestion de projets majeurs. Et donc, il y a, nous avons constaté, un décalage entre les pratiques d'affaires. Et de là qu'on recommande qu'il y ait un alignement un peu de ces pratiques pour qu'on puisse travailler de la même façon. Le meilleur exemple à ça, c'est que, par exemple, le gouvernement fédéral, il a une politique transversale de gestion de projet. Au Québec, on n'en a pas encore une. Je peux comprendre qu'une fois la directive au niveau infrastructure va être mise à jour, mais encore pour moi, elle a une portée sectorielle, alors que
généralement pour harmoniser la pratique de gestion de projet à l'ensemble, parce que généralement, le secteur d'infrastructure, il ne livre pas ses initiatives, il a besoin des finances, il a besoin de partenaires en transformation, des fois technologiques, il a besoin de d'autres partenaires du portefeuille gouvernemental pour livrer ces projets-là. Je pense qu'une politique transversale dans l'ensemble des portefeuilles du gouvernement pourrait être un facteur accélérateur, mais surtout un levier d'économie majeur, puisqu'on permettrait une certaine... On va casser les silos, il y aurait aller chercher les synergies possibles entre les différentes portefeuilles et réduire, réduire les disparités entre les niveaux de compréhension, de livraison, de maturité des équipes à livrer les projets. Un sujet, et je suis à la page 8, simplifier, expliquer, responsabiliser les processus. Il y a pas mal de processus qui ont été nommés dans cette loi, je ne ferai pas l'inventaire, mais notamment le processus d'octroi gré à gré, qu'on voit d'un bon œil, sauf que le risque, en tout cas l'apparence de risque là-dedans, c'est que ça a été critiqué par le passé pendant le Covid, et donc de façon à protéger aussi à la fois l'image du gouvernement, mais aussi le public, de structurer ce processus-là, même qu'il soit gré à gré, d'avoir un minimum de structure et de critères qui permettraient de cadrer l'octroi, justement parce que pour les gens qui ont fait un peu de finance, on peut très bien octroyer plusieurs mandats de gré à gré en bas du seuil. Le cumul peut faire un montant important. Et donc, dans ce sens-là, on dit que ces processus-là, on voudrait les simplifier, qu'il y ait une imputabilité, mais des rôles très clairs, parce qu'encore, pour chaque processus, il faut qu'on soit très clair, c'est qui est le propriétaire de ce processus-là. Les mécanismes de communication, encore là, la disponibilité de l'information, sa pertinence au moment où on veut simplifier l'information. Écoute, j'étais rendue là, je sauterai à la page 9 avec ma dernière recommandation, avec laquelle j'aurais aimé commencer, qui est avoir un bureau de projet pour le secteur infrastructure. Toute organisation qui gère des projets d'envergure se doit d'avoir un bureau de projet central qui arrime les façons de faire, qui donne le temps et les meilleures pratiques pour pouvoir livrer des projets sur lesquels on peut réaliser certaines synergies, certaines économies qui pourraient servir l'un levier comme levier à l'autre. Et c'est avec ça, donc un bureau de projet digital pour l'infrastructure dans un premier temps et qui éventuellement pourrait être un bureau de projet transversal au gouvernement.